Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétreau, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Audrey. Comment tu vas ? Ça va bien. Très heureuse de commencer cette première expérience podcast avec toi. Oui, c'est vrai, c'est la première pour toi. Ouais. Écoute, je suis ravie. Pour moi, c'était important de te recevoir parce que je ne connais absolument pas le business des régies publicitaires. Ok. Et il y a un événement qui m'a interpellée cette année, c'est la suppression de la redevance. Et je me suis demandé quel impact ça pouvait avoir sur l'organisation, forcément France Télévisions, mais également les équipes commerciales. J'aimerais bien qu'on aborde tous ces sujets-là aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, c'est quoi le business des régies publicitaires ? Ouais. Et dans un second temps, j'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi la réalité du job de commercial quand on travaille dans une régie publicitaire. Ok. Voilà. Donc, si le programme te va, moi, Ça je te me laisse te présenter. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, qui je suis ? Je suis Gwenaëlle Lenné. Je travaille depuis 12 ans maintenant à la régie. J'ai connu pas mal de casquettes et aujourd'hui, je suis directrice commerciale des activités publicitaires. Donc, la mission de la régie, forcément, c'est de monétiser les espaces de France Télévisions, qui est notre éditeur principal, le groupe France Télévisions. Et donc, monétiser les espaces, ça veut dire vendre différents types de solutions publicitaires. La publicité classique, donc ça, c'est la publicité qu'on voit dans les écrans publicitaires, que tout le grand public identifie le plus facilement, le plus évidemment. C'est aussi le sponsoring, par exemple. Toutes les activations digitales aussi, des opérations spéciales. Les opérations spéciales, c'est des opérations un peu plus particulières qu'on met en place. On produit du contenu pour des marques. Donc, on n'est pas qu'un diffuseur de création publicitaire qui aurait été produite ailleurs. On produit aussi parfois nous-mêmes, pour des marques et pour des agences médias, du contenu publicitaire. D'accord, très bien. Et comment t'en es arrivée là ? J'en suis arrivée là par des hasards de vie, je pense. Une envie de découvrir certains domaines, mais en tout cas, j'ai jamais grandi avec cette certitude que j'avais envie de bosser dans les médias. Pas du tout, voilà. Mais en étant ici, je me rends compte que c'est le cas d'assez peu de personnes. En fait, on n'a pas tous fait des écoles de pub ou de com. Alors, c'était quoi Donc moi, ton je suis parcours ? passée par la fac. D'accord. J'ai fait un bac général, je suis passée par la fac. J'ai été 4 ans à la fac de Cergy-Pontoise. J'ai fait un LEA, donc appliqué au commerce international. Donc voilà, j'avais juste cette certitude que j'aimais bien les langues. J'avais même envie de bosser à l'international, alors que c'est pas le cas aujourd'hui, tu vois, mais voilà. Et puis j'ai fait juste ma dernière année à Dauphine, sur un master qui s'appelait économie et affaires internationales. Donc là encore, tu vois, c'était très vaste, assez généraliste, parce que je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire. Juste, j'étais très curieuse, j'aimais bien apprendre, j'ai adoré faire des études. Et puis, au moment de la fin de ce Master 2, il fallait trouver un premier stage, voilà. Et en fait, les hasards ont fait que j'ai trouvé un premier stage de fin d'études chez Universal Music Group, dans une structure qui était dont l'objectif était de reproduire à l'international des cas qui avaient été faits, qui permettaient à des assets musicaux d'être intégrés dans d'autres offres, des offres bancaires, des offres de téléphonie, et qui donnaient aussi un sens. C'était un peu le début de la concurrence entre le CD, le DVD et ce qui était numérique et digital. Donc voilà, donc je suis plus entrée dans le média par la branche de l'entertainment, disons. J'ai été diplômée en 2008, donc la fameuse crise des subprimes. Compliqué de trouver un CDI dans ces temps-là. Donc après, j'ai fait un autre stage de fin d'études. Et là, chez le groupe Viacom. Viacom, pour le grand public qui le connaissent, c'est les marques MTV, Nickelodeon, Game One, voilà, Paramount par exemple. Et donc, chez eux, j'ai vraiment commencé la pub en tant que stagiaire sur des opérations spéciales. Et donc, ça m'a donné le goût de continuer. Et ça a commencé à tracer la route sur ce sujet-là, voilà. Mais ça fait partie des hasards et voilà, des beaux hasards de la vie. C'est drôle, je vois énormément de similitudes dans nos parcours. T'as fait un bac ES ? Oui. Ah, ok, très bien. J'ai fait également LEA. J'ai adoré étudier aussi, donc c'est assez drôle. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le groupe France Télévisions et France Télévisions Publicité ? Ouais. Alors, France Télévisions, c'est le premier média en France en termes d'audience. On est le premier groupe télé, c'est-à-dire qu'en France, on exprime l'audience télé sur plusieurs cibles. Sur la cible la plus large, qui sont les 4 ans et plus, on pèse à peu près 30%
de l'audience chaque jour en moyenne, de 6h jusqu'à 23h, minuit. Donc on est le premier groupe audiovisuel français depuis quelque temps déjà, et on est le seul groupe audiovisuel français de service public pour la partie télé. On a des cousins évidemment, qui est le groupe Radio France par exemple, avec lequel on travaille aussi, mais sur la télévision, voilà, on a ce statut de leader. Mais on est un leader parfois contesté dans la performance et la puissance publicitaire en tout cas, parce que tu le sais peut-être, mais on est contingenté. On a une offre publicitaire qui n'est pas aussi large que celle de nos concurrents privés. Pour quelle raison ? Alors, en 2008, fin 2008, je crois, ou début 2008, Nicolas Sarkozy, qui était notre président de la République à l'époque, a annoncé lors d'un discours qu'il souhaitait arrêter la publicité sur les chaînes de service public. Donc voilà, on pourrait rentrer dans le débat de savoir pourquoi, etc. Je pense qu'il faudrait y dédier un podcast à part entière. Et donc, du jour au lendemain, la régie a compris que son métier allait s'arrêter. Finalement, pas mal de tractations ont eu lieu en cours d'année. Et au final, il a été décidé qu'uniquement après 20h, il n'y aurait plus d'écran publicitaire sur les chaînes du groupe France Télévisions. C'est encore vrai aujourd'hui. Donc, on a perdu du chiffre d'affaires, forcément, parce que l'après 20h, c'est ce qu'on appelle le prime, et le night, ce sont des carrefours d'audience qui sont très importants en télé et qui sont là où forcément une régie publicitaire va driver le maximum de son business, plutôt sur l'après 20h que sur l'avant 20h. Donc, on a une offre particulière parce qu'après 20h, on n'a pas de publicité. Il y a aussi un autre élément, c'est que la durée de nos écrans publicitaires est limitée à 8 minutes par heure et à 4 minutes par écran. Alors que les concurrents privés en France ont le droit à 12 minutes par heure et ils n'ont pas de limite par écran. Ils pourraient très bien, si ça leur chantait, avoir un seul écran dans l'heure qui fasse 12 minutes. Ça n'arrive pas parce que c'est pas très propice à garder l'audience, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc ils ont plus de quantité, si je veux vulgariser, ils ont plus de quantité de puissance télé à vendre que nous. Vous ne pouvez pas, j'imagine, faire la promotion de n'importe quel type d'entreprise. Alors, vous êtes aussi limité de ce point de vue-là. En termes de secteur, on a finalement assez peu de différenciation avec les autres acteurs du marché. Aujourd'hui, il y a une entité qui s'appelle l'ARPP, qui est l'autorité de régulation de la publicité. Et en fait, nous, pour pouvoir diffuser un spot à l'antenne, mais tout comme les autres régies télé, on doit obtenir un accord favorable de la part de l'ARPP. L'ARPP sont des juristes qui visionnent tous les spots télé et si eux jugent que le spot peut être diffusé, qu'il est légal, qu'on ne ment pas aux consommateurs potentiels, on peut le diffuser. Donc nous, on fait pas de différenciation par rapport à ça parce que légalement, les écrans publicitaires, c'est vraiment de la publicité. Et donc, on n'a pas d'échange avec notre groupe France Télévisions sur « je peux accepter tel ou tel secteur ». Il y a quand même quelques secteurs, mais ils sont rares, sur lesquels avec lesquels on ne travaille pas, que sont la voyance, par exemple. Il y a des chaînes sur lesquelles, passé 20h, 22h, on voit des spots de ce type. Nous, on se refuse à travailler sur ce domaine-là, par exemple. Mais les cas sont vraiment très rares. De manière générale, en écran classique, si un spot est validé par la RPP, il peut être diffusé sur toutes les chaînes télé de France. Il y a quand même un autre sujet, c'est que là, ce que je te dis dans les écrans classiques, légalement, c'est de la publicité. On fait aussi beaucoup, nous, de chiffres d'affaires et on a beaucoup de nos activités portées sur ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage, c'est par exemple lorsque tu as, juste avant ton film du dimanche soir sur France 2, un annonceur X qui te présente ton film du dimanche soir. Tu vois, ce type de format-là, qui est un peu plus court. Ça, c'est encore autorisé après 20h. Donc, ça se diffuse toute la journée sur nos antennes. Et justement, c'est encore possible après 20h parce que légalement, ça, c'est pas de la publicité, c'est du programme. Et donc, pour ces types de parrainage, on appelle ça des billboards, ces petits formats. Pour ces types de formats, on a besoin de la validation de France Télévisions. La chaîne et la direction artistique de chaque chaîne nous valident. Donc, en théorie, oui, une chaîne peut nous dire « Non, je ne veux pas travailler avec cet annonceur ou ce secteur sur telle émission ». Ça arrive dans l'année et c'est normal. C'est le jeu de notre collaboration aussi avec eux. Et parfois, ils vont juger surtout sur certains programmes très premium. On reviendra peut-être sur les contenus diffusés par France Télévisions, mais certains programmes, ils vont pouvoir juger que l'adéquation et le transfert de valeur entre la marque partenaire et le programme ne colle pas et se dire non, on n'est pas à l'aise avec ce format-là, donc proposez-nous plutôt une autre marque. Tu peux nous rappeler les chaînes qui appartiennent au groupe France Télévisions ? Oui, bien sûr. France 2, France 3, France 4, France 5 et Culture Box.
Culture Box est une chaîne qui est née pendant le premier confinement, tu te souviens, voilà, qui avait fait beaucoup de bruit, dans le sens positif du terme, puisque l'idée était de soutenir les artistes, tout le secteur de la culture qui a énormément souffert pendant des mois, et c'est encore vrai encore, ils s'en sont pas totalement remis. Et donc Culture Box avait pour le départ pris le canal 19 de France O, qui s'était arrêté malheureusement l'été précédent le confinement, faute d'assez de budget pour pouvoir continuer à soutenir cette chaîne. Donc Culture Box a été diffusé sur le canal 19 pendant 3-4 mois, je sais plus exactement. Et ensuite, on a réussi à sauver France 4, qui elle aussi aurait dû s'arrêter par souci d'économie, en prouvant l'intérêt qu'avait eu France 4 et l'apport, le soutien qu'elle avait apporté aux Français aussi avec l'offre Lumini par exemple. Donc tous les parents qui avaient pu mettre leurs enfants devant les chaînes Lumini pour continuer à avoir des cours. Et en fait, tout ce positionnement-là a sauvé France 4, et on a décidé à partir de l'après 20h, donc à partir de 21h, sur France 4, c'est Culture Box. Donc en fait, Culture Box, maintenant, c'est une partie de la chaîne France 4, ça a un petit peu évolué. Avec Daphné Burki, qui est une des animatrices principales, sur Culture Box. Donc voilà pour les chaînes de France Télévisions. Et France Info? Oui, exactement. France Info, c'est une chaîne qui n'est pas pubée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune marque sur France Info, c'est un vrai choix de la part des antennes. C'est une chaîne qui a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai succès qui est très reconnu. C'est la première plateforme numérique d'info en France et elle fait à peu près 0,7% de part d'audience. Ça veut dire que c'est à peu près au même niveau que LCI de manière générale. Pour l'instant, moins un sujet pour la régie parce qu'il n'y a pas d'offre publicitaire. Mais voilà, c'est des choses qui aussi peut-être un jour pourraient être amenées à changer. Quand on travaille dans le service public, est-ce qu'on est attaché à certaines valeurs? Oui, je pense. Je te disais tout à l'heure que ça faisait 12 ans que j'étais dans cette entreprise. Alors évidemment, c'est parce que c'est une entreprise qui a plein de valeurs qui parfois collent avec les valeurs de certaines qui sont pas du service public. Je ne prétends pas qu'on est les seuls à représenter ce type de valeurs. Mais oui, pour moi, ça compte. Et ça donne du sens à ce que je fais, de savoir que, au-delà du fait que la publicité, j'en suis convaincue, elle peut être utile. Souvent, le grand public tape sur la publicité et on est un peu accusé de tous les maux. Au contraire, moi, je pense que même s'il y a eu des dérives, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, qu'on a vu naître beaucoup de formats publicitaires, beaucoup plus engagés, beaucoup plus responsables. Et en fait, le grand public a réussi à obliger les marques à faire un peu évoluer leur message, à parler peut-être un peu moins produit, mais à justifier de leur raison d'être, en tout cas. Et je pense que le monde de la publicité doit pouvoir verser aussi dans ce sens de manière utile et pas se dire, oh là là, on nous abreuve de publicité pour nous abrutir. Je pense que c'est pas du tout le sujet. La publicité, ça permet aussi à des boîtes de grandir, de recruter. On sait que l'emploi, c'est un sujet en France. Chaque mois, on suit un peu comment ça se passe. On est dans des moments de crise, on est sur des crises plurielles. La publicité, elle a, comme plein d'autres domaines, tout son rôle à jouer dans la manière de faire connaître des nouvelles boîtes, des nouveaux services, de faire en sorte que des petites boîtes deviennent plus grosses et puissent employer derrière. Voilà. Ça veut dire que vous avez un positionnement également par rapport aux annonceurs que vous allez choisir? On essaye de favoriser l'arrivée aussi de petits entrants, de nouveaux entrants. Et pour ça, on a une force commerciale qui est aussi présente en région. Là, on est à la régie publicitaire de France Télévisions, donc on est à Boulogne parce que c'est le premier site, mais on a une vingtaine de personnes, de collaborateurs qui travaillent à Nantes, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Marseille, etc. et qui, eux, rencontrent plutôt des annonceurs qui sont parfois des PME, qui peuvent avoir un business et un budget national, donc elles peuvent accéder aussi à France 2, France 3 et toute l'offre et toute la gamme de produits de France Télévisions. Okay. Mais on a aussi beaucoup de solutions qui sont locales. Au même titre que la PQR va participer aussi de cet effort et de faire en sorte que des boîtes locales progressent. Mais voilà, on sait répondre un peu à toutes les problématiques et tous les profils de clients. C'est une fausse idée aujourd'hui, mais c'est une idée que partagent certains annonceurs qui ne connaissent pas encore la télé, de se dire que la télé, c'est pas pour eux, c'est trop cher. Voilà. En fait, il y a énormément de solutions. Et aujourd'hui, tous les tickets d'entrée permettent d'activer quelque chose en télé. Ok, intéressant. Je me suis rendue sur le site de France Télévisions Pub et j'ai vu que vos tarifs étaient publics. Oui. C'est des tarifs qui sont fixes. Oui, c'est des tarifs qui sont publiés en brut. Après, il y a des négociations qui s'appliquent. On a ce qu'on appelle des CGV, donc comme beaucoup de boîtes, des conditions générales de vente, qui font qu'en fonction du volume annuel, du nombre de chaînes qui sont jouées aussi. Tout à l'heure, tu m'interrogeais sur les chaînes du groupe France Télévisions. En fait, t'as peut-être vu sur notre site aussi que nous sommes la régie de France Télévisions, mais nous sommes aussi la régie de nombreuses autres chaînes
et de sites et d'offres publicitaires, parce que ça vient enrichir l'ensemble des solutions publicitaires qu'on peut proposer à nos clients. Et donc, le fait de jouer aussi d'autres chaînes qui sont des chaînes payantes, je pense au groupe Warner Bros Discovery, NBC Universal, The Walt Disney Company France aussi, forcément, tout ça, c'est des choses qui entrent dans la négo et qui font qu'on va être à même de proposer un taux A pour un client, un taux B pour un autre client selon les conditions, les périodes d'activation aussi. Il y a des périodes qui sont un peu plus creuses. Bon, en théorie, en fait, on est rempli quand même très souvent dans l'année. Mais il y a tout un tas de mécaniques qui font que c'est une négociation assez technique finalement d'acheter et de vendre de la télé aujourd'hui. Pour en revenir au business model de France Télévisions, aujourd'hui il y a la publicité. Est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus? Alors la redevance télé, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la redevance télé, qui est là pendant 2 ans, la redevance, donc elle s'est arrêtée, ça a été entériné. Un débat parlementaire est en train de se jouer pour juger de savoir comment on va derrière attribuer un budget à France Télévisions. Ce qu'il est acté, c'est que là, pendant quasiment 2 ans, c'est une portion de la TVA qui est prise pour la reverser au budget. Donc, on a été assuré d'avoir des niveaux qui soient ISO par rapport à la redevance des années précédentes. Mais on ne sait pas ce qui va se passer ensuite à partir de 2024. Donc, aujourd'hui, 85 à 90% du budget de France Télévisions Group, c'est la redevance. Ce sont les contribuables qui la donnent. On parle de quel montant? On parle de 3,2 milliards à peu près, sachant que France Télévisions capte à peu près les 2/3 de la redevance au global. La redevance, finalement, elle sert pas que l'audiovisuel télé public, elle est aussi derrière destinée à Radio France, par exemple, notre cousin dont je parlais tout à l'heure. Et nous, la régie publicitaire, on apporte à peu près 10%, un peu plus de 10% des revenus du groupe. Donc tout à l'heure, tu me posais aussi la question sur les valeurs. C'est aussi clé de se rendre compte que là où dans l'ensemble des autres entreprises privées, donc tous nos concurrents directs, les contenus sont au service de la publicité, chez nous c'est l'inverse. La publicité, elle est au service des contenus. C'est bien parce que la régie performe et qu'on a des objectifs de plus en plus ambitieux et en croissance chaque année, qu'on a la satisfaction et qu'on donne aussi du sens, en tout cas c'est mon cas, du sens à notre travail parce qu'on sait que ça participe de financer tout un milieu de la production et une diversité plus large en termes de qualité et de type de programme que ce que nos concurrents font côté privé. Tu peux nous expliquer dans le détail comment une régie publicitaire se rémunère? France Télévisions Publicité se rémunère par ce qu'on appelle une commission de régie. C'est-à-dire que notre métier, socle, c'est de monétiser l'espace publicitaire d'un client. Donc un client qui peut être un client éditeur télé, digital, pour certaines régies de la presse ou de la radio, c'est pas notre cas, mais ça pourrait très bien l'être. Donc sur l'espace publicitaire qu'on vend, mettons qu'on vend une campagne qui vaut 100, on va garder un pourcentage de cette somme à la régie et on va renvoyer à l'éditeur le reste parce que finalement l'espace lui appartient. Il nous mandate pour le commercialiser, ça a une valeur et donc c'est cette valeur qu'on garde à la régie. Donc Famille France Télévisions ou aux autres éditeurs. Tout à l'heure, je te parlais de Warner Bros Discovery, par exemple, ou Brut aussi. Brut, c'est un très gros acteur sur le social. On travaille avec Brut aussi, avec pas mal de marques pour produire des contenus. Mais Brut, c'est la même chose. Il nous a donné sa régie en exclusivité. Et donc, on apporte de l'affaire et pour ça, on garde un pourcentage de ce qui est vendu. Le pourcentage que vous gardez, il sert à quoi ? Il sert au fonctionnement de la régie, aux investissements. Alors, on a aussi des dépenses en tant que régie. On n'a pas que des rentrées, évidemment, comme toute entreprise. Donc, je passe sur les sujets d'informatique, de locaux, etc. Mais on a aussi un pilier études qui est fondamental. Parce que de plus en plus, les clients qui achètent, les marques qui achètent, elles demandent des preuves d'efficacité. Oui, votre audience, les qui business, vous touchez. Qui on touche, comment on prouve que c'est plus intéressant de toucher quelqu'un sur France Télévisions que chez nos concurrents, à quelle fréquence, quels sont les profils, voilà. Donc il y a tout ce sujet d'efficacité et d'achat à la performance vers lequel on doit aller et forcément ça pèse aussi sur nos budgets études. Votre audience, c'est quoi son profil ? J'ai travaillé pour France Télévisions, ils ont fait partie de mes clients dans le passé quand je travaillais dans le conseil dans la tech. Ouais. Et il me semble qu'à l'époque, on parlait d'une audience type avec un âge moyen d'une 60aine d'années. Est-ce que avec des programmes comme Culture Box et tout ce que vous faites actuellement, vous avez réussi à la rajeunir un petit peu ? C'était un vrai sujet pour nous de rajeunir nos audiences. Alors pas dans tous les carrefours d'audience et pas sur toutes les chaînes. France 3 est clairement une chaîne qui est plus senior que les autres. D'accord. Mais ça nous va très bien. En fait, nous, si on avait
5 chaînes qui avaient le même positionnement et le même âge moyen, elles seraient concurrentes entre elles. Donc c'est pas ce qu'on a envie de créer. Et il nous faut des chaînes qui soient complémentaires. Si tu regardes nos soirées, par exemple, tu verras que sur un soir donné, tu n'as jamais le même type de programme. Un soir où il y a un film sur France 2, il n'y a pas aussi un film sur France 5 ou sur France 3. Il va y avoir un magazine sur l'autre, un documentaire ailleurs. Il ne faut pas qu'on soit concurrente entre nous, entre chaînes, pour pas se cannibaliser. Mais alors, justement, question. Ouais. J'ai un peu honte de la poser, mais Plus belle la vie versus Un si grand soleil, ça passait pas au même horaire? Non, pas au même horaire. On a un peu décalé, justement. Mais est-ce que, du coup, Un si grand soleil, ça a cannibalisé Plus belle la vie? Un petit peu. Il est possible que ça l'ait un peu cannibalisé. Ouais. Ça a quand même été, franchement, une bonne idée de lancer Un si grand soleil à ce moment-là, parce qu'en fait, le brief initial et la volonté de l'antenne, c'était de fluidifier cette antenne et ce juste avant Prime, parce qu'en fait, jusqu'alors, après le JT, on avait une météo, on avait plusieurs programmes courts, interprogrammes ou courts programmes, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et du coup, c'était un carrefour dans lequel arrivaient des téléspectateurs, en repartaient. On arrivait moins à garder les gens de la fin du JT jusqu'au prime de la soirée. Cinéma, magazine, etc. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un programme qui soit vraiment un rendez-vous vers lesquels les téléspectateurs arrivent. Donc, ça démarre à 20h40, quand Plus belle la vie, lui, démarrait plutôt à 20h10. Donc, tu pouvais très bien être fan de Plus belle la vie et découvrir Un si grand soleil juste après. Mais c'est bien que tu parles de Plus belle la vie, parce que Plus belle la vie, c'est arrêté. Vendredi dernier, ça s'est terminé. On a fait un super prime, record d'audience. C'est un programme qui a vécu 18 ans à l'antenne et du coup qui avait quand même finalement qui s'était essoufflé. Donc même si c'était encore des volumes de téléspectateurs très intéressants pour nous à monétiser, ça restait un des programmes phares de l'antenne. Voilà, le groupe a fait le pari de vouloir se renouveler aussi sur cette case. Et du coup, voilà, Un si grand soleil il y a déjà 3 ou 4 ans. Donc c'est un programme qui est bien installé aussi. Donc on garde une fiction quotidienne à l'antenne, c'est la demande. Hein. Les séries et les fictions, ce sont les types de programmes les plus regardés en télé aujourd'hui. D'accord. Chez nous comme chez nos concurrents d'ailleurs. Hein. Donc et les plus regardés aussi en replay. Aujourd'hui, on fait à peu près 15 à 20% de l'audience en digital. Avant ou après la diffusion télé, mais donc c'est un pilier de programme qui plaît énormément. C'est quoi la série, la fiction la plus regardée? Oh, il y en a beaucoup qui cartonnent énormément. Alex Hugo, par exemple, c'est avec Samuel Le Bihan, c'est ça? Ouais, exactement. C'est à peu près 6 millions de téléspectateurs. 6 millions de téléspectateurs, c'est colossal. Hein. En soirée. Non, mais c'est donc c'est des très bonnes performances. Candice Renoir, c'est à peu près 5 millions de téléspectateurs. Donc non, vraiment, il y a une vraie attente des Français et on se rend compte qu'en fait c'est vrai un peu partout en Europe. On a un peu délaissé pas mal de formats de fiction américaine. Je ne sais pas si le grand public se rend compte de cette époque où on avait à peu près que ça. Enfin, en tout cas, chez nos concurrents, chez les privés, il y avait beaucoup de fiction américaine. Nous, on se limitait à une seule soirée de fiction américaine qui cartonnait. Hein. Et en fait, les gens ont beaucoup attendu du local plutôt. Et donc en France, beaucoup de séries de fiction françaises qui cartonnent. En Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est pareil. Les gens se tournent beaucoup aussi sur leur propre production locale. Comment vous captez ces tendances-là ? Alors ça, c'est pas le rôle de la régie, c'est le rôle des antennes, évidemment. D'accord. Nous, on n'a pas de mots à donner sur les types de programmes qui sont diffusés. On peut demander au groupe de travailler avec nous sur les endroits les plus propices dans lesquels positionner un écran publicitaire pour qu'il soit le plus performant. Mais notre job et notre responsabilité s'arrête là. Donc après, il y a une cellule d'achat de programmes qui veille, qui fait des études, qui travaille, et puis parfois qui lance des paris aussi. Hein, c'est pas une science exacte. Parfois, on croit dur comme fer à un programme, et ben finalement, il n'est pas aussi performant qu'on aurait pensé. Ou alors parfois, on a des belles surprises et des cartouches comme Capitaine Marlowe, qui en est à sa Xème saison, 7 ou 8e, je pense, et qui fait 7, 8 millions de téléspectateurs. Enfin, c'est un raz-de-marée. Et on n'aurait peut-être pas parié sur un raz-de-marée de cette ampleur au démarrage. Donc voilà. C'est aussi du feeling et du sentiment. Finalement, les téléspectateurs, ils répondent pas systématiquement comme on aimerait qu'ils répondent, et encore heureux, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres régies ? En premier lieu, la singularité de notre offre et la qualité de ce qu'on propose. Aujourd'hui, on en a beaucoup d'investissements qui sont dirigés vers la production. Donc, à l'inverse de nos concurrents directs, France Télévisions n'a pas le droit de produire lui-même tout ce qu'il diffuse. On a une mission de nourrir le secteur de la production aussi, en France, en Europe. Donc, on doit beaucoup passer commande, c'est une obligation, ça fait partie de notre charte. Voilà. Donc, c'est une mission qui a du sens parce que ça crée de l'emploi et ça fait travailler des producteurs qui sont hyper diversifiés. Mais du coup, ça peut parfois aussi nous limiter
dans la volonté d'accès sur certains types de produits, certains types de contenus, pardon. Donc, ce qui nous différencie, c'est en termes de propositions auprès du grand public, la diversité de ce qu'on propose. On a évidemment des niveaux d'audience qu'on doit atteindre. Donc, le groupe travaille à améliorer chaque année ses parts d'audience sur France 2, France 3, etc., par chaîne et au niveau du groupe. On a une présidente qui s'appelle Delphine Ernotte-Quincy, qui était la première femme à ce poste et qui est aussi la première personne à avoir été reconduite dans une deuxième mandature qui est en cours aujourd'hui. Et elle axe aussi beaucoup sa stratégie sur le développement de l'application de la plateforme numérique, France Télévisions. France.tv, aujourd'hui, touche déjà beaucoup de Français et l'ambition, c'est de doubler l'audience de cette plateforme. Donc, peut-être que c'est une singularité de se dire que nous, on a même pour ambition, demain, de toucher encore plus de personnes par France.tv plutôt que uniquement par nos chaînes linéaires. Et donc, même si on a cette volonté, cette nécessité de faire de l'audience, évidemment, parce que si un gros public ne fait pas d'audience, ça veut peut-être aussi dire qu'il ne répond pas aux attentes des Français. Donc, c'est aussi comme ça qu'on juge de la pertinence des programmes qu'on propose. Mais en tout cas, on a à cœur de diffuser des choses, même sur des carrefours d'audience, de grandes soirées, qui ne soient pas forcément les plus gros vecteurs d'audience. Parce qu'on n'est pas en mission pour qu'à tout prix, chaque programme fasse de l'audience. Sinon, on a une offre qui est moins diverse que celle qu'on propose aujourd'hui. Tu vois, il y a quelques semaines, le 8 novembre, on a diffusé un grand prime qui s'appelait « Aux arbres citoyens ». C'était la volonté de sensibiliser les Français, de faire un appel aux dons pour sauver les forêts. Tout ce qui s'est passé cet été a traumatisé quand même pas mal le pays et c'est normal. Et donc, c'est un pari de le faire. Et on sait typiquement que si on diffusait une de nos fictions les plus puissantes sur cette soirée-là, on ferait plus d'audience. Mais en fait, on peut pas s'arrêter à ça. Il faut aussi qu'on intéresse tous les Français, tous les strates de la population et qu'on ait notre rôle aussi à jouer dans la démocratie. Parce qu'une démocratie en bonne santé, c'est forcément aussi des contre-pouvoirs, un service public audiovisuel français en bonne santé. Donc on a un vrai rôle à jouer là-dedans et on a aussi un vrai rôle à jouer à éduquer des citoyens éclairés, en tout cas le plus éclairé possible. Et c'est pour ça notamment, alors peut-être que j'ai fait une digression, mais c'est pour ça notamment qu'on travaille beaucoup aussi à faire comprendre aux Français et à aider à décrypter les fake news. Ça, c'est un vrai sujet qui parfois pourrit un peu le rôle de certains médias qui ont trop versé là-dedans. Donc c'est aussi notre rôle et notre place d'éduquer les Français, de montrer à voir pour que chacun puisse se faire sa propre opinion plutôt que des fake news ou des haters remportent le lot. C'est quoi aujourd'hui les gros défis des régies publicitaires ? Les grands défis des régies publicitaires, c'est de continuer à comprendre comment toucher les téléspectateurs, les internautes. Aujourd'hui, il y a des points de contact en publicité qui existent, qui ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui, parce que les gens n'ont jamais autant consommé d'écrans, de vidéos. Aujourd'hui, en France, on est à 5 heures de vidéos par jour, mais c'est 5 heures de vidéos qui concernent la télévision, qui concernent aussi des contenus télé qu'on pourrait regarder sur les 3 autres écrans, un smartphone, un ordinateur, une tablette, mais c'est aussi toute la consommation qu'on fait des plateformes. Toute la SVOD est arrivée à débouler très fort sur le marché avec forcément une appétence de la part des consommateurs et des téléspectateurs. Donc en fait, ça grignote une partie du gâteau publicitaire qu'on avait jusqu'à présent. Donc c'est un challenge pour toutes les régies traditionnelles, disons, sur le marché, qu'elles soient télé ou digitales. Et ce qui nous préoccupe beaucoup aussi, c'est de réussir à faire comprendre la valeur de nos espaces. Parce qu'aujourd'hui, on a en face de nous des agences médias et des annonceurs qui achètent. C'est eux qui ont les budgets, qui ont des budgets qui sont de plus en plus contraints et qui vont exiger de plus en plus de nous. Ils vont exiger des garanties de performance, de puissance en fait de leur campagne. Et à côté de ça, ils vont aussi être séduits par les offres de Meta. Donc Meta, c'est l'offre Facebook par exemple, de Netflix qui vient d'arriver en publicité depuis le 1er novembre sur Netflix. Commencent les premières campagnes publicitaires. Et en fait, ça fait partie de l'équation qu'on doit résoudre. Et cette équation, elle est pas simple parce qu'en fait, on se rend compte que la durée d'écoute individuelle en télé, elle baisse depuis quelques années en France, sauf en 2021 où avec tous ces confinements, on a connu des audiences qu'on n'avait jamais connues avant. Mais globalement, structurellement, chez France Télévisions et chez TF1 et les autres chaînes, on a des durées d'écoute qui baissent.
Donc, comment on fait pour mieux monétiser nos audiences et faire entendre la valeur de ces expositions à des contenus versus d'autres contenus vidéo qui seraient par exemple sur YouTube ou sur TikTok ou d'autres plateformes sur lesquelles on n'a pas toujours le même niveau de contenu et d'attention au message publicitaire qui est porté. Ou alors on est noyé dans des tunnels, et je te le disais tout à l'heure, nous on a moins d'espace publicitaire que les autres parce que on veut aussi que l'émergence elle soit plus forte et que ça ait du sens. Et donc parfois voilà, il y a un mélange de toutes ces solutions publicitaires parce qu'en fait elles sont pléthoriques. Et nous, ce qu'on doit réussir à faire, c'est faire entendre qu'on n'est pas à mettre dans le même lot que tout un tas d'autres solutions publicitaires et que la télé, même si elle baisse en durée d'écoute, elle reste un repère fort dans le foyer. Elle est fédératrice sur certains événements porteurs. Juste avant qu'on commence, on se parlait des JO. Donc voilà, il y a des temps forts sur lesquels nous, on a besoin de rebondir pour garder le cap. J'aimerais si ça te va, qu'on aborde le sujet de la vente et ce qui se passe au sein de l'équipe commerciale d'une régie publicitaire. Concrètement, comment se passe une vente ? Ouais, alors il y a plein de types de ventes, mais je vais essayer de schématiser. On est une grande équipe commerciale dans laquelle il y a plusieurs équipes parce qu'on a besoin de plusieurs profils de commerciaux. Ok, peut-être que tu veux m'expliquer la structure de l'organisation commerciale ? Ouais, je peux t'expliquer ça. Donc l'entreprise, elle est dirigée côté commerce par Nathalie Dinis, qui est DGA en charge du commerce. Moi, je suis directrice commerciale sur l'ensemble des leviers et j'ai aussi un homologue qui est directeur commercial sur le digital. À nous deux, on gère l'ensemble des types et des profils d'équipes commerciales qui sont à la régie. En face de nous, on a des clients qui parfois achètent en direct, ça arrive. C'est-à-dire que les annonceurs contactent directement une régie pour acheter de l'espace et négocient directement avec nous. Et parfois, elles passent par une agence média dont le rôle est de négocier avec nous et dont le rôle en amont est aussi de conseiller le client sur le type de médias sur lequel il faut aller, comment il faut le faire. Voilà, on est sur un marché qui est plurimédia. Elles ont un impact très fort. C'est pour ça que nous, on doit aussi les voir. C'est aussi nos clients, hein. Les agences médias, elles sont aussi nos clientes. Et dans les agences médias, il y a des cellules de conseil auprès du client et il y a des cellules d'achat vers la régie. Donc un peu l'amont et l'aval, si on veut se faire un peu la timeline de la prise de décision et de la vente. Donc ça veut dire qu'à la régie, on a des équipes qui voient directement les clients pour ceux qui achètent en direct. Donc c'est l'équipe de ce qu'on appelle le dev, le développement. Et on a d'autres équipes de trading qui, elles, vont négocier avec les agences médias. Et leur mission, c'est à la fois de voir les experts qui achètent, que ce soit de la télé ou du digital, et aussi de voir le conseil pour évangéliser, pour parler de la régie, pour faire comprendre le positionnement et pourquoi est-ce qu'il faut nous défendre dans un plan, dans une strate média. Et avoir un discours qui est homogène. Exactement. Il faut absolument qu'ils nous connaissent pour qu'ils nous recommandent. Et notre travail, c'est aussi, et on le fait depuis 5 ans, c'est aussi d'aller voir directement les annonceurs, les gros annonceurs, même s'ils ont une agence média. L'idée n'étant pas d'aller court-circuiter l'agence média et de leur vendre en direct, c'est pas le sujet. Cette équipe de commerciaux, elle n'est pas une équipe ce sont des commerciaux de conviction, ce sont pas des commerciaux de négociation. Ils doivent titiller, susciter l'intérêt, et parfois il arrive que le client nous dise bah oui, ça je veux l'acheter, et après on régularise avec l'agence évidemment. Mais tu vois, ce marché des agences est absolument clé dans la manière dont nous on va réussir à faire du business. Donc l'équipe commerciale, un directeur commercial sur le digital et toi sur les chaînes télévision, si j'ai bien compris. Ouais, alors... Ensuite, on a 2 types de commerciaux. Oui. Donc des commerciaux qui traitent en direct avec les annonceurs et des commerciaux qui traitent avec les agences médias. Avec des agences médias ou avec des annonceurs aussi pour les annonceurs qui, eux, n'ont pas d'agence média. Et après aussi, on a quelques cellules expertes de commerciaux qui sont spécialisées sur certains types de produits. Tout à l'heure, je faisais la différence entre les écrans classiques, qui est de la publicité légalement, et le parrainage, par exemple, avec ces petits formats de billboard. Et les opérations spéciales. Je te disais, parfois, on produit aussi du contenu, on crée des événements pour des clients, on va travailler avec des animateurs pour le compte de marque. Ça, c'est ce qu'on appelle les opérations spéciales, c'est très vaste. On a une grande équipe qu'on appelle sponsoring, OPS et Lab, et en fait, eux, ils travaillent avec d'autres types d'interlocuteurs aussi, souvent en agence média, et ils ont peut-être une appétence encore plus forte pour la défense des programmes, des contenus, parce qu'on va vraiment au cœur de cela. On parle de combien de personnes ? On parle d'une petite centaine de personnes, je pense.
Et alors, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment se passe une vente de A à Z, du brief au closing? Alors, le brief, parfois, il vient du client. C'est-à-dire que nous, on entre en connaissance avec ce brief au moment où il est déjà préparé, imaginé par le client. Le client peut choisir de nous briefer directement, s'il n'a pas d'agence ou même s'il a une agence. Et nous, on va travailler avec l'agence, s'il y a une agence dans la boucle, pour répondre à ce brief. Dans l'idéal, on essaye de comprendre quels sont les sujets chez l'annonceur, chez les marques, avant même que ce brief arrive. Nous, notre travail, c'est vraiment d'être en proximité la plus étroite possible, tant avec les agences médias qu'avec les annonceurs. Donc, imaginons un client qui nous explique l'année dernière, voilà, qu'il va lancer un produit, il s'y prépare. Donc nous, derrière, une fois qu'on a cette info côté annonceur, on se rapproche de l'agence pour leur dire, voilà, on est au courant qu'il se passe ça. Où est-ce que vous en êtes, vous, de votre réflexion sur ce lancement de produit? Quels sont les médias que vous allez activer? Parce que pour certains lancements, un annonceur et une agence peuvent très bien aussi se dire qu'ils ne passent pas par la télé au début, ils passent par d'autres médias. Donc le challenge, c'est comment nous, on reste en alerte et au courant de ce qui se passe sur ces sujets à venir. On gère pas que du quotidien, parfois on travaille sur des projets pour l'année future, disons. Donc on essaye de mettre notre grain de sel positivement, donc cette réflexion agence aussi, de leur dire voilà nous ce qui peut coller en face, voilà les produits publicitaires qu'on a, qui existent sur l'étagère. On est aussi à même de monter un workshop ensemble pour brainstormer et voir quelles peuvent être les idées pour mettre en place l'activation. Et puis ensuite, lorsque le deal est fait, si on a trouvé un accord et que la vente se fait, le client peut accéder à nos plannings, par exemple, si c'est un écran publicitaire classique, enfin des écrans. On a une timeline sur l'ouverture de nos plannings. Aujourd'hui, un client ne peut pas encore investir dans des écrans de juin, par exemple, pendant Roland-Garros. On ouvre à peu près tous les 2 mois nos plannings pour ouvrir au fur et à mesure. Donc là, on a ouvert il y a une dizaine de jours les plannings pour janvier-février de l'année prochaine. En parrainage, sur les formats billboard, c'est pas le cas. Quelqu'un peut aujourd'hui acheter déjà fermement une émission ou du contenu qui sera diffusé à la rentrée prochaine en septembre. Alors, pourquoi cette deadline de 2 mois ? En fait, on fait partie du SNPTV. Le SNPTV, c'est le syndicat national de la publicité télé, avec la grande majorité de nos confrères. Et du coup, on s'est entendu sur des dates d'ouverture de planning pour que tout le monde ouvre en même temps. Et en fait, ça aurait pas de sens. Enfin, ça ne ferait que faire pour défaire d'ouvrir trop tôt les plannings. Aujourd'hui, donc là, on est le 22 novembre. Les agences médias sont encore en train de travailler les stratégies médias et télé globales pour leurs clients sur 2023. Elles ne savent que rarement, précisément, quelle sera la création publicitaire, de quel format, sur quel produit, jusque la fin d'année. Donc en fait, elles feraient peut-être des ouvertures de planning de précaution, mais il faudrait tout refaire derrière parce qu'on leur demanderait trop de visibilité pointue. Elles n'en sont pas à ce stade-là. D'accord. Alors, moi, j'ai bien compris. On va voir les annonceurs, on va voir les agences médias pour comprendre quels sont les sujets et les stratégies à travailler en amont. T'es passé rapidement sur la partie closing. Concrètement, le commercial, il fait quoi à ce moment-là? Donc, il va s'asseoir, il évangélise, il essaye de comprendre. Il fait une soutenance. Comment ça se négocie? Est-ce qu'il y a les achats qui sont impliqués côté annonceur ou côté agence média? Ça se passe comment? En fait, quand les achats côté agence média sont impliqués, c'est qu'on en est déjà à l'étape du brief. C'est-à-dire que le conseil a donné l'info aux achats en médias du budget qu'il y a par levier. Donc ils ont une puissance à trouver et c'est la mission de l'expert achat en agence média de négocier avec les régies publicitaires pour obtenir la plus forte puissance possible. Et donc à ce moment-là, soit nous contactons l'agence média, si on sait que ce brief doit tomber, soit eux nous contactent pour dire voilà ce que je propose. J'ai X, je vais dire n'importe quoi, j'ai 100 000 euros sur les chaînes France Télé, j'ajoute 20 000 euros sur les chaînes payantes et je vais faire tant en VOL, donc en digital. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Voilà les dates de ma campagne, voilà mon format. Et donc là, nous, on a toute une réflexion et une technique de négo, parce que finalement, les leviers sont assez variés. Et donc il y a un jeu qui se fait, un travail entre les équipes trading et l'agence média pour réussir à se mettre d'accord sur des conditions d'achat pour cette vague ou alors ce deal à l'année. Ils savent qu'ils ont par exemple 100 000 euros, 500 000 euros net. Et nous, notre travail, c'est de leur dire quel est le budget brut dont ils vont disposer
pour équivaloir à ce net. D'accord. Tout à l'heure, tu disais, vous publiez vos tarifs. Voilà. Ce qu'on publie, c'est du format base 30 secondes, comme tous nos confrères de manière générale. D'accord. Et c'est des formats bruts. Donc, sans aucune négo, voilà à combien tu accèdes aux espaces de France Télévisions. Le rôle des agences, c'est de négocier avec nous et de faire baisser, en général, le plus qu'elles le peuvent, ce rapport entre le brut et le net. Donc nous, on est briefé en net. On dit, voilà, en fait, pour cette campagne, je vais appliquer un taux de moins 20, de moins 21, de moins 32%, peu importe. Il y a aussi un sujet de mode d'achat sur lequel les agences, en général, ont un avis précis. Elles savent, pour tel client, quelle est la façon dont elles veulent acheter. Je m'explique. Aujourd'hui, sur le marché, on a à peu près 50% de l'inventaire publicitaire qu'on commercialise dans nos écrans classiques qui est acheté en garantie. En garantie, ça veut dire en garantie de performance. La performance en télé, elle est mesurée par ce qu'on appelle des GRP. GRP, ça veut dire Gross Rating Point. Et donc, en fait, les GRP, c'est à quel point je réussis à toucher ma cible média. D'accord. Donc, c'est la couverture de la cible en pourcentage. Par exemple, avec cette campagne, je touche 25% de ma cible, multiplié par la répétition moyenne. En moyenne, un téléspectateur, il va avoir vu mon spot 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc, le nombre de GRP, c'est couverture fois répétition égale un nombre de GRP. Et donc, il y a des clients qui veulent être garantis dans leur nombre de GRP, dans leur coût GRP. D'accord. Et donc, à eux, on dit, d'accord, si tu veux être garanti, je te garantis à tel niveau de coût GRP. En revanche, c'est la régie qui a la main sur la programmation de la campagne. C'est la régie qui choisit comment elle diffuse les spots. Pour assurer la performance, fais-nous confiance. Fais confiance à la régie. Si tu veux être garanti, voilà. Okay. Tu peux pas me demander d'être garanti sur le coût GRP et d'acheter toi-même ce que tu veux. Je vais pas te faire un chèque en blanc, tu vois. Et donc ça, c'est à peu près la moitié des achats aujourd'hui sur le marché. En tout cas, dans notre régie. Pour les autres régies, je ne sais pas. Et les autres clients se disent, non, moi, je veux acheter moi-même. Donc, ils échangent avec l'équipe planning de la régie pour dire quels sont les écrans qu'ils souhaitent acheter. Et là, eux, ils ont un taux. Leur condition d'achat, c'est un taux de passage entre le brut et le net. Et ils vont acheter écran par écran les écrans qu'ils souhaitent acheter. À la carte, en fait. C'est un peu la différence entre le menu ou à la carte ou le lot. C'est quoi qui performe le plus? Bon, il y a pas de règle. En fait, ça dépend ce que tu cherches. Tous les annonceurs et toutes les agences médias ne font pas des campagnes télé avec le même objectif en tête. C'est quoi les objectifs principaux? La notoriété? Beaucoup. Oui, la télé, c'est le média de masse par excellence. Donc, en général, voilà, même si tous les annonceurs déclarent des cibles médias plus fines, 25-49 ans, femmes responsables des achats moins de 50 ans, par exemple, c'est peut-être les cibles les plus classiques. En réalité, on touche tout le monde en faisant de la télé. Donc, il y a des gens qui ont besoin de faire évoluer leur niveau de notoriété, par exemple. Mais il y en a aussi d'autres qui regardent l'impact business directement pendant la campagne et après la campagne, c'est le ROI. Donc, dans notre écosystème, il y a aussi plusieurs acteurs qui existent maintenant, dont la mission est d'attribuer un revenu, une visite, par exemple, sur le site internet de la marque par chaîne. Donc, ces acteurs-là, ils sont de plus en plus nombreux. Il y en a 3 ou 4 qui sont bien identifiés sur le marché. C'est quel type de structure? C'est des agences de pub, des agences de conseil? Non, c'est plus une techno qui se cache derrière. Et par un algorithme, ils vont étudier la baseline d'un site hors campagne télé et ils vont voir, on leur envoie les plans de diffusion et ils arrivent à savoir que si il y a un pic de connexion sur le site internet, pour X%, il est attribué au spot de 13h12 sur TF1, à celui de France 2 à 14h19, etc. Donc il y en a qui sont très perf, on les appelle perf comme performance et performance business, et ceux qui restent sur des KPI pur média, GRP, coût GRP, voilà. Mais donc dans les leviers de croissance, il y a beaucoup de nouveaux acteurs publicitaires, nouveaux annonceurs en publicité qui arrivent et qui ont été des startups, qui maintenant sont bien plus costauds, qui sont souvent des pure players. Et eux, les pure players, en général, ils vont chercher des garanties de coûts à la visite sur Internet, de coûts à l'abonnement, de connexion sur l'application, etc. Donc, notre job, c'est aussi de se déployer sur ces nouveaux modes d'achat. On peut pas être aveugle à ça et se dire non, nous, on va continuer à ne dealer que du coût GRP ou que du taux. Au contraire, on se sert de ce levier-là. On a toute une gamme maintenant aussi de produits publicitaires à la performance business, parce que la finalité, c'est quand même ça. Si toi, demain, t'es annonceur et tu viens en télé ou en digital, quel que soit le média, c'est parce que tu veux faire progresser ton business. Et aujourd'hui, nous, on sait prendre des risques et garantir des performances business à certains clients pour aller faire de la conquête. On n'a pas d'intérêt à le faire pour quelqu'un qui est déjà partenaire de longue date France Télévisions. En revanche, pour aller chercher des nouvelles marques, on le fait.
Vous réfléchissez à prendre des commissions sur les deals qui sont réalisés suite à des campagnes de publicité Alors, quand on a la performance, effectivement, il y a un des 3 produits à la performance qui est le rendement ou le business partner. Et le principe de business partner, c'est que le client rémunère la régie en fonction des performances business de la campagne. Et donc, il est entendu qu'on a un objectif à faire en termes de coût à la visite, par exemple. Donc, on appelle ça le CPV. Et si on est meilleur en CPV qu'attendu, et ben, du coup, on est rétribué en fonction. Donc, effectivement, on a tout intérêt à ce que la campagne performe parce que nous, on va aussi mieux gagner notre vie si c'est le cas. Pour en revenir à la vente, le cycle de vente, il est de combien de temps en moyenne ? Alors, c'est compliqué. Il y a assez peu de moyenne parce qu'en fait, des clients directs peuvent t'appeler pour leur dire j'ai un budget qui vient de se débloquer, il faudrait me trouver de l'espace là pour dans 3 semaines. Alors, le tout de suite en télé, c'est compliqué. Parce qu'il y a validation en plus. Il y a des niveaux de montage. Oui, en fait, à partir 3 jours avant la diffusion, on peut rien faire, sauf cas de force majeure. Il y a une catastrophe quelque part. Il est déjà arrivé qu'on aille et on demande à la régie finale, mais qui, elle, est chez France Télévisions, de démonter des spots. Mais il y a un autre sujet qui est le remplissage. Nous, on est rempli à l'année à 98,5%. En tout cas, c'est le cas en 2022. Donc, en fait, quelqu'un qui arrive vraiment en bout de course, possiblement, il n'a pas forcément les écrans qu'il aurait souhaité. Donc, on a des plateformes aujourd'hui qui existent. Ça, c'est une vraie tendance sur le marché, chez nous comme ailleurs, d'automatiser les achats. Et donc, aujourd'hui, à J-8, tous les acheteurs sur le marché peuvent voir sur la plateforme AdSpace quels sont les écrans qui sont encore disponibles. D'accord. Ils viennent les acheter tout seuls. C'est le même prix pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de négo ad hoc, comme on l'a dit tout à l'heure pour les ventes quand elles sont un peu plus en amont. Nous, c'est une manière de s'assurer que ce qui est vendu à 8 jours soit le mieux monétisé possible. Tout le monde gagne du temps. C'est une vraie demande aussi de la part des agences de simplifier la commercialisation et d'automatiser le maximum de choses. Alors, du coup, les métriques que vous suivez, c'est le taux de remplissage de ces espaces-là. Est-ce qu'il y a d'autres métriques ? Oui, bien sûr. Nous, donc, on a un inventaire publicitaire à l'année que nous octroie France Télévisions, notre éditeur. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de savoir si on a bien travaillé ou pas. Donc, effectivement, le taux de remplissage, mais pas que, parce qu'on peut se dire que si on remplit, mais à des taux trop élevé, on gagne moins bien notre vie que si on avait un peu moins rempli, mais en vendant plus cher. Donc, il y a un indicateur qui s'appelle le PNS. Le PNS, c'est le prix net seconde. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de voir le prix net seconde en moyenne. Est-ce que j'ai mieux vendu, moins bien vendu que l'année précédente ? Et puis voilà, des taux au global. Enfin, il y a pas mal de KPI qu'on utilise pour piloter et suivre notre activité commerciale. Après, on est dans un marché qui a besoin de reprendre de la valeur parce que je te le disais tout à l'heure, on a une durée d'écoute qui baisse. Ça nous concerne tous. Et en fait, la télé, c'est un média qui est très peu cher. Au coût, au contact, c'est beaucoup moins cher que le digital et que beaucoup d'autres médias. Parce que comme je disais, c'est un média de masse. Donc même si toi, tu déclares que tu ne t'intéresses que aux moins de 50 ans, par exemple, pour ta publicité télé, en fait, tu vas toucher énormément de gens. Et donc au coût, aux 1000 contacts, parce qu'on compte comme ça, CPM, coût par 1000 contacts, c'est un média qui est très peu cher. Donc on a besoin de remonter un peu. On est descendu très bas dans les prix. On est à peu près dans les mêmes ordres de prix que ce que pratique l'Italie. Mais sinon, en Europe, tous les autres pays européens pratiquent des tarifs télé qui sont plus chers que ça au 1000. Et au digital, comme on est plus ciblé, très ciblé, le contact, il coûte plus cher, quel que soit le type d'activation que tu lances. J'entends. Donc, taux de remplissage, PNS... Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ouais, le coût GRP moyen aussi, oui, okay. Auprès des gens pour lesquels on vend en coût GRP. Voilà, on a besoin de savoir et de piloter qu'on valorise bien nos espaces. Okay. Et c'est quoi un bon taux de remplissage ? Un beau taux de remplissage, alors l'idéal c'est 100%, évidemment. En télé classique, c'est un taux de remplissage sur lequel on est aussi sûr qu'on est allé chercher les clients les plus rentables pour la régie. Parce que finalement, tout à l'heure, on se l'est dit, tout le monde n'arrive pas forcément en même moment pour acheter sa campagne. Il y a des gens qui arrivent tôt, d'autres qui sont plus tardifs. Tout le jeu, pour nous, c'est d'être bon en yield management. Donc, de savoir faire rentrer les clients au bon moment, de savoir aussi freiner peut-être un peu l'arrivée de certains, mais dès les deals. Parce qu'une fois que le deal est fait à l'année, la négo, on peut pas dire au client, oui, mais en fait, on a dealé ça en début d'année, mais là, en ce moment, ça m'arrange pas trop de te faire rentrer à ce prix-là. On a ouvert des conditions, on peut pas refuser une vente. Donc, tout le travail, c'est en amont et dès maintenant, les premiers briefs commencent à tomber pour l'année prochaine. Savoir à combien on veut négocier chaque client, pour quel volume, pour quelle cible en face, parce que tu imagines bien qu'avec le profil de nos audiences, et tout à l'heure, d'ailleurs, je t'ai pas répondu, on a 49 ans en moyenne. Le téléspectateur moyen de France Télévisions, c'est 49 ans, donc ça a bien baissé. Ouais. Donc, il y a des cibles qui sont plus ou moins captives de nos contenus, et donc pour lesquelles un achat va être plus ou moins rentable pour la régie. Donc voilà, il y a tout un travail, mais c'est assez complexe.
de juger de l'intérêt pour nous de rentrer tel ou tel client à un moment donné, parce que tout le monde n'arrive pas en même temps. À n'importe quel moment, on peut arriver dans les plannings. Très bien. Et c'est quoi un mauvais taux de remplissage ? Un mauvais taux de remplissage, c'est soit un taux de remplissage qui est élevé, mais qui est constitué de clients qui sont pas très rentables pour la régie, soit un taux de remplissage qui est trop bas, parce qu'en plus, ça peut aussi générer des contraintes avec notre éditeur, qui nous dit, moi j'ai prévu dans mes grilles des écrans qui font 4 minutes, si vous les remplissez pas, voilà, et ça a été un vrai sujet lors du démarrage de l'épidémie Covid, du premier confinement jusqu'au second, il y a eu une vraie chute drastique des investissements publicitaires de la part d'énormément de secteurs, et en fait on s'est retrouvé avec des audiences faramineuses qu'on n'avait jamais atteintes, mais tous les annonceurs qui fuyaient parce que leur business était fermé, ou alors ils pouvaient continuer à performer, à travailler, mais incertitude totale sur l'avenir, donc tout le monde coupait. On avait quasiment plus de budget à se mettre sous la dent, disons. Donc même si on a été assez solide, bien accompagné, et au final, on a fait une année à moins 5% ou moins 6%, mais quand le marché de la télé a, lui, beaucoup plus dévissé, du coup, ça posait problème parce que les antennes devaient combler en programme ce qu'on ne diffusait pas en publicité, tu vois. Très bien. Alors du coup, en termes de chiffres, c'est quoi si on reste vraiment sur le chiffre ? Est-ce que c'est être sous 90% Ah, ça, ce serait un mauvais taux de remplissage. Ouais. Oui, c'est rare qu'on soit en dessous de 90%. Peut-être qu'on l'a été pendant sur l'année 2020, parce que sur les mois Covid, on n'était pas bon. Mais oui, on était à 96% l'année dernière. Là, 98% et demi déjà. Donc non, c'est énorme. En digital aussi, le challenge pour nous, c'est de faire grossir notre inventaire. Parce que si j'ai pas assez d'inventaire à monétiser, forcément, j'ai du mal à atteindre mes objectifs de rentrée. C'est vrai en télé comme en digital. On a parlé d'évangélisation, de négociation, ensuite d'ouverture des différents plannings. Ouais. Le commercial, peu importe le client qu'il va adresser, quelles sont les compétences qu'il doit mobiliser ? Alors, ce qui est vrai pour toutes les équipes, c'est d'avoir beaucoup d'écoute et de connaissance de son offre publicitaire, évidemment. Donc, on a certains commerciaux dans l'équipe qui sont branchés sur toutes les offres publicitaires de la régie. Donc, ils doivent avoir une connaissance plus large de ce qu'on commercialise, parce qu'ils doivent pouvoir réagir à tous les types de signaux et d'attentes qu'ils pourraient entendre. Donc, la connaissance, l'écoute, c'est clé. Et après, en fonction des équipes, on va avoir besoin de gens qui soient plutôt dans l'expertise technique, de mener des négos sur Excel, des cascades financières, tu vois, donc un peu plus matheux, même si on n'a pas besoin d'avoir fait maths sup pour gérer nos techniques de vente, tu vois. Et pour d'autres, voilà, encore plus dans l'accompagnement, la compréhension d'une problématique client. Par exemple, pour toute l'équipe sponsor opération spéciale, c'est réussir à connecter, à avoir des idées, à réussir à oser être créatif. Lorsque j'ai un client qui m'explique que il aimerait travailler avec une personnalité, ou il aimerait qu'on lui produise du contenu, tu vois, faut réussir à les aiguiller, à faire parler et à comprendre le besoin du client. Ça veut dire que ce sont des profils différents ? Ouais, il y a beaucoup de profils très différents. Il y a vraiment pas de moule de commercial France Télévisions. Il y a toutes les expériences. Quand on recrute parfois des juniors, parfois des seniors, peu importe. Et même souvent, quand on ouvre un poste, on précise pas forcément le niveau d'expérience du commercial. Finalement, il faut que ce soit un équilibre dans l'équipe. Si on a que des seniors, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant pour faire grandir au sein de l'équipe. Si on a que des juniors, ça peut peut-être être limitant aussi, ou demander trop de temps aux managers en formation. Mais en tout cas, vraiment, il n'y a pas de moule, parce que les clients en face, ils sont aussi très divers. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans nos équipes des gens qui ont envie d'apprendre, de découvrir, d'être proches des clients et de réagir. C'est ce qui est le plus important. Mais après, il n'y a pas un parcours d'études qui soit le même. Il y a aussi beaucoup de mobilité en interne. Donc, on a des gens qui sont en sponsoring, qui passent au pôle annonceur, ou qui sont au trading et qui passent au développement. Tu vois, donc on essaie beaucoup de favoriser ça, parce que c'est plus riche aussi de le jouer comme ça, plutôt que d'avoir le même profil de commerciaux. Très bien. Donc, si vous êtes intéressé, vous souhaitez candidater. Oui, tout à fait. Voilà, vous savez, c'est ouvert. On recrute en ce moment. Voilà, très bien. Chaque commercial gère un portefeuille de combien de clients en moyenne ? Alors, c'est assez varié, parce que le travail que nécessite chaque négo est différent selon les équipes. Tu vois, dans l'équipe développement, notre organisation veut aussi que la gestion de l'opération se fasse de A à Z par les commerciaux.
Donc, par exemple, ça veut dire qu'ils vont rencontrer le client, ils vont négocier la campagne, travailler avec le planning pour que la campagne soit placée, revoir le client ensuite pour lui faire un bilan, par exemple. Et donc, ils ont toute la visibilité, à la fois agence média lorsqu'il y en a une et annonceur. Du côté du trading, le trading n'est que rarement en contact avec l'annonceur. Ils vont négocier avec l'agence et une fois que la négociation est faite, c'est le planning qui va gérer la mise en place de la campagne. Ils font aussi des bilans, mais le travail n'est pas le même parce que l'attente de l'agence n'est pas le même. Quand un client n'a pas d'agence média, il va nous demander en fait à nous d'être son agence média. Tu vois, donc il va demander beaucoup plus de temps, d'accompagnement pour plus souvent des volumes qui sont plus moindres que les plus gros clients qui passent par des agences médias, tu vois. Donc tu peux pas te dire un client commercial, c'est un portefeuille de tant de clients et c'est un chiffre d'affaires de tant de clients en fait parce que ça n'a rien à voir. Ouais. Et en moyenne, alors sur l'équipe développement, l'équipe trading, l'équipe opération spéciale, on est sur on peut gérer à peu près entre 50 et 80 clients par exemple. Ok, c'est énorme. Et le taux de rétention de vos clients? Alors, tu me poses une colle. Je ne le connais pas au global de la régie. Chaque année, on perd quelques clients et on en gagne d'autres. Après, on a un des plus gros portefeuilles clients du marché. Aussi parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on a une BU qui est en région. Donc, on a cet ADN local aussi avec France 3 Régions qui fait que depuis toujours, on a aussi beaucoup de petits nouveaux entrants qui n'arrivent que par le local, qui n'ont pas forcément les budgets d'être sur du national. Mais en fait, justement, dans les BU qui développent le plus, c'est là qu'on a les plus forts niveaux de churn. C'est logique dans ce business parce que les petits clients qui arrivent ou les moyens clients, ils n'ont pas forcément des budgets pour revenir chaque année. Donc, c'est des portefeuilles qui sont moins stables sur lesquels il faut aller à la conquête à chaque fois. Donc, on a des profils de commerciaux plus en conquête et en dev rendez-vous, plus des chasseurs et d'autres un peu plus gestionnaires, techniques, tu vois, pour répondre à ce cas-là. Et sur les portefeuilles région et développement, on doit renouveler quasiment 50% des annonceurs chaque année. Le quotidien des commerciaux, il est fait de quoi? Est-ce que vous avez des réunions commerciales hebdomadaires? Est-ce que vous découpez les échanges en fonction de la typologie des commerciaux, opérations spéciales, trading, développement? Le quotidien, c'est quoi? Ouais, alors, comme dans beaucoup de boîtes commerciales, on commence la semaine par une traditionnelle réunion commerciale. Avec le lundi à 8h? Non, le lundi à 11h ou 10h30. Le temps de se réveiller. On est sympa. Donc, une plénière commerciale, quasiment tous les lundis, pour un peu débriefer de l'état du chiffre d'affaires, des priorités commerciales, des temps forts. On aime aussi faire intervenir d'autres équipes de la boîte, le marketing sur certains sujets. Et puis après, forcément, sur la semaine, chaque manager d'équipe commerciale a son temps fort avec son équipe, là aussi pour motiver les troupes, refaire un point sur l'état du chiffre, des priorités, histoire d'être sûr que tout le monde avance dans le même sens. Et après, en termes d'interaction avec les clients, on les voit soit en rendez-vous, on va chez eux, ou alors on les voit en visio. Avec les visios qui sont beaucoup développées, on a aussi gagné énormément de temps dans les transports, les déplacements. Donc c'est encore resté une pratique très courante de les voir en visio. Et on les rencontre aussi beaucoup en petit déjeuner, en déjeuner, parce que c'est aussi des moments où tu ajoutes de l'informel à la relation, tu crées du lien, et c'est tout aussi riche, voire parfois même plus riche que des rendez-vous de présentation, voilà. On s'est beaucoup remis en question dans la manière dont on abordait et on voyait nos clients pendant le Covid, parce qu'en fait pendant le Covid, je te le disais, les annonceurs ont plutôt fui et ont récupéré leur budget média parce qu'il y avait des nécessités de coupe de partout. Et en fait, du coup, on les appelait pour savoir comment ils allaient, mais on n'était pas là pour leur vendre de choses. On savait que c'était pas le sujet du moment. On a aussi, du coup, beaucoup réduit la voilure sur le nombre de produits qu'on voulait leur présenter. Tu vois, on a préféré privilégier des petits moments de 30 minutes, 45 minutes pour être adaptable, pour essayer d'être agile. Et ça, on l'a gardé de cette expérience Covid, tu vois, de proximité client. C'est plus évident de voir un client, quelle que soit la manière dont tu interagis avec lui pendant 30 minutes tous les mois ou tous les 2 mois. Je parle d'un client annonceur, évidemment. Quand on négocie avec les agences médias, c'est des contacts quotidiens avec eux. Mais plutôt que d'avoir un gros rendez-vous d'1h30 où on va balayer plein de sujets, c'est trop, le client est un peu perdu. Voilà, donc on s'est beaucoup challengé sur cette manière d'essayer de rester en contact avec eux, de marquer leurs esprits, voilà, et de pas vouloir tout proposer d'un seul coup. C'est travailler, c'est faire de l'account management et ne plus être dans une logique de je te vois pour te vendre quelque chose. En fait. Exactement. Ouais. Être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et aussi, on a d'autres moments d'interaction qui sont hyper forts avec les clients. C'est l'équipe RP, donc les relations publiques, qui s'en occupe.
Et donc, voilà, par exemple, lorsque c'est la quinzaine de Roland-Garros ou lorsque ce sont les 6 nations, on a la chance d'avoir une loge au Stade de France dans laquelle on peut inviter nos clients, agences médias ou annonceurs. Et du coup, voilà, on passe un moment ensemble, on sort un peu du day-to-day et du business, mais ça permet aussi de faire en sorte que ces clients-là, ils deviennent des partenaires parce qu'on se connaît aussi dans ces moments-là. Des expositions culturelles aussi parfois, des avant-premières cinéma, voilà. Donc c'est énormément de relationnel, énormément d'humain. Ouais. Toi, tu as défini une série d'objectifs en termes de rythme de rendez-vous toutes les semaines pour tes commerciaux ou pas du tout, chacun gère son agenda de manière autonome? Ils ont un nombre de rendez-vous à faire. Moi, j'aime que les gens soient le plus autonomes possible. Je suis plutôt dans un management de soutien qu'un management directif. Puis c'est beaucoup moins la mode, de toute façon, maintenant, d'être très, très directif. Donc non, ils ont tous un quota, un nombre de rendez-vous à faire. Entre les équipes, on parle de 100 à 200 rendez-vous à l'année. Ok. Donc, il y a des régies qui sont bien plus lourdes encore dans le nombre de rendez-vous qu'elles demandent. Nous, on essaie de trouver le juste milieu pour que les commerciaux fassent des rendez-vous qui soient intéressants, qui n'aient pas la pression chaque semaine de dire « Oh là là, mon Dieu, je suis en retard sur mon chiffre de rendez-vous. Qui est-ce que je pourrais voir ?» Même si, en fait, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne. Donc, on préfère qu'ils soient aussi focus sur la finalité du rendez-vous. C'est pas faire un rendez-vous juste pour cocher la case. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça, il faut aussi leur donner le temps de pouvoir gérer l'avant, l'après-rendez-vous. Ça a l'air de rien, mais c'est aussi très chronophage. Donc voilà, le challenge, c'est aussi de les aider à performer sur le nombre de rendez-vous qu'ils fassent pour qu'ils se sentent bien à réussir un objectif, mais aussi que derrière, ils aient le temps, la possibilité de challenger les briefs, de présenter des bilans, de donner envie, d'ouvrir un peu le champ des possibles avec leurs clients. Mais en moyenne, un commercial chez France Télévisions Publicité doit faire combien de CA par mois ou par an? Non, en fait, il n'y a pas de moyenne parce que vraiment, selon les équipes, c'est très, très variable parce que toutes les équipes n'ont pas les mêmes profils de clients. Je peux pas demander à un commercial qui gère des petits ou des moyens clients ou qui est un chasseur d'aller développer autant que le client qui gère Renault, L'Oréal et Nestlé. Tu vois, ce serait complètement déconnant. Donc, il y a vraiment pas de moyenne. Après, au global de la régie, la régie pèse un peu plus de 400 millions d'euros, selon les années, entre 400, 420 ou 430 millions d'euros. Donc voilà, tu peux te faire une moyenne avec le nombre de commerciaux que nous sommes. Sans commerciaux, 4 millions, ça va être très gros budget. Okay. Mais évidemment, après la richesse et les budgets qu'on va aller chercher, on va pas les chercher tout seul. On a une équipe marketing aussi hyper solide, tu vois. Donc la collaboration avec eux, elle est aussi clé parce qu'il faut savoir comment tu mets en avant, comment tu mets en valeur ton offre. Alors, ça se passe comment la collab avec le marketing? Tu m'as dit tout à l'heure que parfois ils participent à la réunion commerciale. Ouais. Est-ce que vous travaillez sur les canaux d'acquisition avec eux, sur les messages? Est-ce que vous leur remontez des données terrain? Ça se passe comment? Ouais, on travaille beaucoup sur nos priorités commerciales. Dans l'idéal, il faut que les priorités marketing soient à peu près les mêmes ou arrivent dans les mêmes temps que les priorités commerciales, en tout cas. Donc, non, on a vraiment un binôme, disons, qui fonctionne bien. On essaye aussi de leur permettre d'intervenir dans nos rendez-vous commerciaux parce que c'est aussi leur demande à eux d'être un peu plus en lien et en proximité avec les demandes clients pour pas être déconnectés. Donc on a un market qui est hyper concret et eux ils se sont spécialisés. Donc tu as un pôle marketing client donc qui produit des dossiers pour quand on va en rendez-vous. D'accord. Alors souvent on monte nos dossiers nous-mêmes parce qu'on a pas mal de ressources qui travaillent sur du contenu pour le faire. Voilà. Contenu de vente. Ils vont adapter au maximum les présentations qu'on fait pour attirer l'œil et convaincre les clients. Et on a un marketing de l'offre produit aussi, qui elle est en amont et qui réfléchit même au-delà des briefs clients. Comment est-ce que moi je veux marketer mon offre? Qu'est-ce qui fait que ça va avoir de la valeur? Comment je réponds à l'attente du marché de manière générale? Et un marketing digital aussi, parce que le digital c'est un des leviers de croissance pour nous qui est très fort, quoi. On fait à peu près 10% de notre chiffre d'affaires sur les leviers digitaux aujourd'hui. Donc canaux d'acquisition principaux, la prospection, j'imagine, de certains commerciaux et notamment les commerciaux en région, mais également l'acquisition qui est faite par le marketing. Non, en fait, c'est les commerciaux qui s'en chargent, mais ils le font avec les ressources que nous donne le marketing, tous les dossiers qu'ils préparent et tous les sujets, tous nos arguments de vente, comment on convainc, c'est grâce à ce que le marketing travaille. D'accord, donc vous faites pas avec le marketing des campagnes de publicité sur le digital, je sais pas, sur LinkedIn. On en fait un peu. On n'est pas encore complètement déployé sur ces sujets-là, pour te dire toute la vérité, je suis transparente. Donc si, on travaille des emailing avec le client, avec le marketing, pardon. Et donc ces emailing, ils ont pour vocation, en général, d'aller chercher des nouveaux clients ou alors de s'adresser à des clients qui sont déjà les nôtres, mais pour les éveiller sur d'autres sujets. Donc on surveille derrière les taux d'ouverture d'email, les taux de clics. Alors, ce sont des emailing newsletters ou des emailing vraiment de prospection?
Emailing de newsletter plutôt. Mais on se fait des bassins de population ciblés qui sont plutôt soit des clients qui nous connaissent déjà, donc on sait à peu près ce qu'on veut leur raconter, et comme on adapte ces versions-là auprès de clients qui sont prospects. Tu peux pas parler de la même façon à quelqu'un qui est déjà ton client ou qui ne te connaît pas encore, ou tu vois. Ou parfois on va se dire, on fait un emailing auprès des clients du voyage tourisme par exemple, pour leur expliquer comment ils peuvent avoir accès à l'après 20h de France Télévisions, parce que ça fait partie des quelques secteurs qui ont le droit de communiquer après 20h sur nos chaînes. Ou alors comment je focus aussi un emailing au moment des JO de Paris. Je ne l'écris que aux partenaires officiels et aux gens en agence média qui gèrent ces partenaires officiels, tu vois. D'accord. Vous utilisez quoi comme outil au sein de l'équipe commerciale ? On a quelques outils qui sont des outils propriétaires, mais sont les outils les plus répandus. C'est notre outil CRM, donc on travaille avec Salesforce. Et Salesforce, c'est un acteur assez répandu, je crois, au milieu de notre milieu et globalement plutôt très identifié. Donc, on a un outil CRM qui est central, qui est Salesforce, qu'on a appelé AdForce chez nous. Et vous l'avez renommé ? Oui. Je sais pas. Chez nous, il s'appelle AdForce. Donc, entre nous, on se parle d'AdForce et on se dit que Salesforce, c'est le fournisseur, disons, tu vois. Oui, on aime bien renommer à notre sauce. Okay. Après, il y a un autre outil qu'on utilise, il s'appelle AdSpace. C'est aussi l'outil qui est la plateforme d'achat pour les clients. Donc ça, c'est l'équipe planning au sein du commerce qui utilise beaucoup parce qu'elle réserve les espaces sur cette plateforme-là. Un fil de contenu qui s'appelle Workplace. Donc c'est un outil méta. C'est comme un Facebook, et donc ça, il s'ouvre automatiquement tous les matins quand on ouvre les mails. Donc ça nous permet de voir beaucoup les actus, les audiences, à la fois du groupe et de la régie. Parce que globalement, quand on voit nos clients, à chaque fois, on a le droit à la question « comment ça va chez France Télé ?» Et donc, on se fait un plaisir de leur raconter les actus, les nouveautés, voilà. Mais chaque semaine, il faut aussi être en alerte sur tout ce qu'il y a. On a un outil de chat aussi dans le CRM. Donc, quand on fait un compte rendu, comme il y a plusieurs commerciaux qui travaillent sur le même compte, parce que le même compte, il va être géré par quelqu'un au trading pour la négo-agence, par quelqu'un au pôle annonceur pour voir le client final, par quelqu'un au sponsor au lab, parce qu'un client, l'idée c'est quand il arrive à la régie qu'il travaille sur l'ensemble de nos piliers, qu'il soit pas monotype d'achat. Donc en fait, un client n'appartient à personne et il y a des équipes de compte qui travaillent dessus. Et donc au sein du CRM, l'idée c'est qu'il puisse aussi s'envoyer des pistes, se briefer et faire réagir. Vous utilisez Google Workspace ou pas du tout ? On travaille avec Outlook. D'accord, ok. Et après, on a côté digital, on a besoin de ce qu'on appelle un ad server. Donc, on a besoin c'est un endroit et un outil sur lequel sont hébergées les campagnes et un outil qui fait que sans lui, on n'a pas de campagne digitale. Donc, on travaille avec un acteur qui s'appelle Freewheel et c'est Freewheel qui ad serve l'ensemble des campagnes vidéo digitales. Ok, très clair pour la stack technique. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du système de REM des commerciaux ? Des commerciaux, ouais. Sujet hautement important chez les commerciaux. Bien sûr. Alors, je pense dans toutes les boîtes, mais pour les commerciaux aussi, évidemment. C'est pas un sujet tabou en plus. Alors, les commerciaux, ils sont évidemment rémunérés par du fixe et du variable à la régie. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une partie fixe qu'ils reçoivent chaque mois sur leur fiche de paye, et tous les 3 mois, tous les trimestres, ils ont aussi une partie variable. En général, on est sur une fourchette d'à peu près 80-20. Donc 80% de fixe, 20% de variable. 20% de variable, finalement, c'est pas énorme par rapport à certains de ce que nos concurrents pratiquent. Je sais que chez certains autres, voilà, ils sont plus pushy, donc les commerciaux sont plus en risque s'ils ne touchent pas leur variable, tu vois, plutôt ça peut aller jusqu'à 60-40. Ouais. Nous, on a 80-20. Et surtout, ce qui nous tient beaucoup à cœur, et je pense que ça fait aussi la différence avec les concurrents, c'est le fait qu'on veut aussi les rémunérer sur une base de collectif. L'idée n'étant pas que si tu gères un gros portefeuille, c'est que tu as un gros client, plusieurs gros clients dedans. Si le client choisit du jour au lendemain de sortir France Télévisions ou de couper tous ses budgets parce qu'il a des soucis, tu vas te retrouver pénalisé, alors que ça ne voudra pas dire que tu as été une mauvaise commerciale. Il y a des aléas à la hausse comme à la baisse que personne ne maîtrise. Donc, dans la rémunération variable, en fait, on est constitué de plusieurs pans, et notamment un pan est collectif. Donc, un pan est individuel, c'est ton portefeuille propre, mais on tient aussi beaucoup à ce que le commercial il soit aussi rémunéré au collectif. Ça rentre aussi dans une logique de faire en sorte que tout le monde travaille en bonne intelligence, avec le bon état d'esprit, et se faire en sorte que finalement on arrive à tous se féliciter des succès du copain qui est à côté, parce qu'au final on sait qu'on a aussi intérêt, voilà, tous les euros qui rentrent dans l'entreprise intéressent tous les commerciaux aussi pour cette raison. On est à 1 tiers en collectif, 1 tiers sur l'équipe, la BU, et 1 tiers sur l'individuel. On essaye au maximum d'être
d'être bienveillant. Enfin, je sais pas, c'est des choses qui semblent évidentes aujourd'hui, tu vois, mais voilà, on change pas des objectifs en cours d'année, par exemple. Il y a des boîtes dans lesquelles ça existe, dans lesquelles le business va bien. Bon, bah, on va remettre une petite saucée d'objectifs, voilà. Donc, c'est pas des choses qu'on fait. Quand les commerciaux déplafonnent, on est très heureux pour eux qui déplafonnent. D'accord. On a été soutenu par notre direction générale aussi, année 2020, Covid. Je te disais, on a terminé qu'à -5 ou -6, mais en théorie, ça voulait dire que les commerciaux ne touchaient pas toutes leurs variables. La direction générale a pris la décision de garantir tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit à 100, parce qu'on avait tous passé une année, on avait bossé beaucoup plus encore qu'en 2019. Et finalement, voilà, pour elle, ça aurait semblé injuste. Elle avait la capacité de se dire, ben non, je garde tout le monde à 100, même si en théorie, d'après la grille, je pourrais ne les payer que tant. Ben non, elle le fait. Donc ça, c'est des gestes forts qui montrent que voilà, on n'est pas opposés les uns les autres. On essaie de valoriser au maximum l'esprit d'équipe. Et le fait que les commerciaux ne soient pas en compétition les uns entre les autres. Il y a une émulation saine, c'est toujours intéressant, évidemment, dans une équipe, tu vois. On essaie plutôt de les mettre en valeur par des missions transversales qu'on peut aussi leur convier à chacun, plutôt que de dire, ah oui, lui a fait ci, l'autre a fait ça, c'est toi ta campagne qui rentre, soit c'est la sienne, tu vois, donc. Ah ben oui, parce qu'il peut y avoir une concurrence dans la mesure où ce que vous vendez, c'est limité. Bah oui, avec le sujet du remplissage que je te disais tout à l'heure. Donc du coup, effectivement, si on choisit de faire rentrer une campagne A plutôt qu'une campagne B, bah, c'est pas pour faire plaisir à un commercial ou à un autre, c'est uniquement sur la base de la rentabilité du client en tant que tel au remplissage. Donc c'est pour ça qu'il y a un groupe de travail sur le yield management. C'est pas chacun qui décide dans son coin de vouloir forcer la main pour que ce soit sa campagne qui passe, quoi. Donc ça peut tendre un peu les équipes parfois, j'imagine. C'est normal, c'est justifié. Mais voilà, en tout cas, on essaye que chacun ait un territoire qui soit très clair et surtout qu'il ait bien en tête que la surperformance, elle bénéficie à tous. Ok, très clair. Le recrutement, ça se passe comment ? On a une équipe RH qui est très dévouée et qui a à cœur de nous trouver pas mal de profils. Donc eux, ils postent comme traditionnellement les messages qu'on a besoin de poster pour recruter les bons profils. Tout à l'heure, je te disais qu'on recrutait en ce moment. On recrute au sponsor et au lab et on recrute au trading. Donc c'est une équipe qui nous aide beaucoup à recruter en postant les messages sur LinkedIn et autres réseaux sociaux. Ils ont aussi leur propre réseau, ils connaissent parce qu'on a aussi fait venir au RH des gens qui soit ont été commerciaux par le passé ou en tout cas ont déjà vécu dans cet univers des médias. Donc ils connaissent et voilà, on n'a pas des RH qui sont déconnectés des attentes du marché, de notre réalité. Donc ça c'est assez c'est hyper satisfaisant pour nous. Et puis après, voilà, nous-mêmes, on essaie de faire fonctionner nos propres réseaux, de faire savoir qu'on recrute. Après, il y a un rapport qui s'est un peu inversé ces derniers mois, ces dernières années, entre l'attente du peut-être futur employé et la régie. Donc on sent que les questions posées en entretien par eux sont pas forcément les mêmes. Et puis aussi, quand toutes les régies se mettent à chercher en même temps, bah forcément, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué de trouver les bons profils. Mais voilà. Là, j'imagine, avec malheureusement les nouvelles qu'on a entendues sur Meta, Twitter qui licencie, je pense que voilà, il va y avoir des commerciaux sur le marché des médias qui vont chercher. Donc peut-être qu'on aura un peu plus de facilité à réussir à trouver les bons profils, même si ces constats-là sont évidemment des mauvaises nouvelles et des signaux plutôt inquiétants aussi de la bonne santé de l'univers média. Un commercial qui arrive, comment se passe son onboarding ? Comment tu organises sa montée en compétences ? Ou comment elle est organisée ? C'est peut-être pas toi qui t'en charge ? C'est pas moi qui m'en charge en propre. On donne beaucoup le rôle aux managers et moi je tiens à ne pas les court-circuiter. Donc une conviction qu'on a, c'est que la formation, elle passe par un échange entre le manager et le manager, le nouvel arrivant, mais aussi en étant auditeur libre dans d'autres rendez-vous. Tout à l'heure, je te disais qu'il n'y a pas un moule de commercial, le commercial idéal chez France Télé, voilà comment il doit être. Non. Donc, c'est intéressant que le commercial qui arrive entende comment son manager présente, négocie, sensibilise, évangélise, etc. ou aborde un client au déjeuner. C'est intéressant aussi qu'il voit comment ses collègues le font, comment des commerciaux dans d'autres équipes le font, tu vois. Donc, on essaie d'ouvrir les chakras au maximum. Et après, évidemment, il y a une session de formation outils dont on se parlait tout à l'heure avec AdSpace, notre appli planning. Enfin, tu vois, aller chercher des campagnes. Quand tu prépares un rendez-vous, tu as besoin de savoir qu'est-ce que ton client a déjà fait chez toi. Donc, il faut regarder quels sont les types d'écrans qu'il achète ou quels sont les programmes qu'il a sponsorisés, avec quelle création publicitaire. Donc, il faut savoir où aller chercher toutes ces infos-là.
Très bien, donc c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de binomage, de ce que je comprends, de la formation aux outils. Oui. Et il n'y a pas de formation au développement commercial spécifique. Il y en a qui interviennent, oui, mais tu vois, là, on en a fait récemment pour 7 ou 8 collaborateurs, mais plutôt parce qu'en entretien annuel, on a échangé sur ce sujet-là avec eux. Tu vois, c'est pas du tout systématique. Tu arrives 3 mois après, t'as droit à ta formation. Non, parce que du coup, les attentes sont pas les mêmes. Et on a beau être junior, on n'a pas toujours besoin des mêmes formations au même moment. Donc, on le traite plutôt en ad hoc. Et quand on a quelques commerciaux qui ont le même besoin, on demande à la personne qui gère la formation de pouvoir monter ça. Quelles sont les possibilités d'évolution quand on démarre commercial chez France Télévisions ? Ouais, il y a plein de types d'évolutions. Alors, il y a une évolution hiérarchique qui est possible. Donc, et encore dernièrement, on a nommé des gens à des postes, sur de la promotion, de la manière la plus classique, voilà. Je suis aussi un cas, moi j'ai vécu ça, parce que je suis arrivée il y a 12 ans à la régie, je démarrais quasiment. Et après, on essaie aussi de promouvoir beaucoup la mobilité, parce que la mobilité, c'est aussi de l'évolution. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on a de plus en plus de profils qui ne cherchent pas l'évolution managériale, mais qui recherchent une évolution à continuer à apprendre tout le temps des choses. Ils sont télé, à passer en digital, ou alors ils travaillent au planning, ils arrivent au commerce aussi. Donc ça, c'est très valorisant pour nous aussi, de se rendre compte qu'on arrive à faire vivre des profils en les gardant à la régie, parce qu'on va réussir à leur proposer d'autres choses. Donc quand on a un poste qui est ouvert, on regarde toujours si en interne, on a des gens qui se détachent et qui se proposent d'arriver pour prendre ces postes et pas forcément aller chercher du sang neuf ailleurs. Il y a des mobilités qui peuvent exister aussi, mais elles sont plus rares, sincèrement, vers le groupe. Mais ça arrive, vers France Télévisions. Donc, il y a des métiers qui n'existent pas à la régie et qui existent chez France Télévisions. Sur les programmes, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais des programmes. Je te disais, ça, c'est pas notre métier à nous. Mais voilà, donc il y a plein de sujets passionnants qui peuvent faire envie à beaucoup de personnes à la régie. Donc, quand elles le disent, on y travaille, on essaie de voir comment on peut aussi les aider à passer au groupe. Mais c'est plus rare parce que les opportunités sont moins nombreuses. Pourquoi on rejoint France Télévisions publicité de manière générale et quand on est commercial en particulier ? En général, on rejoint France Télé parce qu'on est une des plus grosses régies du marché. Tout à l'heure, je te parlais de notre audience, voilà, donc on peut bomber le torse. Hein. On est une des plus grosses régies, donc quand tu as envie de peser, de pas être minoritaire dans ce que tu veux proposer, voilà, j'imagine qu'on arrive plus facilement que d'autres à capter un rendez-vous avec un client, agence média ou annonceur, quand on dit qu'on est France Télévisions Publicité, parce que les clients savent que le type d'offre qu'on peut proposer est pléthorique. Pour autant, on a quand même plein de clients qui sont absents et on a plein de gens à conquérir, évidemment. Je reste humble en disant ça. Et puis en général, on rejoint aussi France Télévisions parce qu'on peut être passionné par les contenus télé, ou alors on a à cœur de se dire voilà, moi je veux le faire au sein du service public parce que je crois qu'il y a une différence à le faire chez France Télé ou ailleurs, voilà. Après, aujourd'hui, on a un sujet de recrutement parce qu'on est aussi challengé dans notre image par tous les nouveaux arrivants, enfin la nouvelle génération. Toute l'offre digitale, par exemple, ou les Netflix qui arrivent. Et effectivement, aujourd'hui, en entretien, on reçoit des gens comme on dit, la nouvelle génération. On se dit ça et pourtant, nous-mêmes, on n'est pas très âgés. Mais tu vois des gens qui ne consomment quasiment pas la télé. Mais en fait, voilà, il faut aussi comprendre, avoir le recul, de pas s'offusquer que les gens ne regardent pas France Télévisions, plutôt leur donner envie à nous voir en digital, parce que je me dis quand même que tu es meilleur commercial France Télévisions Publicité si tu sais quand même de quoi tu parles, tu vois. Mais c'est un challenge aujourd'hui aussi en tant que régie télé, d'intéresser une population qui va peut-être plus naturellement vouloir se diriger vers le digital. Je pense qu'on a fait un bon tour. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Est-ce que tu as un dernier message à passer ? Non, un message pour toi, peut-être. J'étais ravie d'échanger avec toi, de parler un peu de mon métier, de notre métier. J'espère que j'ai vulgarisé comme il fallait et puis que ça aura intéressé l'auditoire. Écoute, moi j'ai beaucoup appris personnellement. Okay. Après je vais rentrer, je vais me faire des notes. Il y a aussi un objectif un peu égoïste de mon côté là, c'est apprendre. C'est un des objectifs du podcast. Donc moi j'ai été ravie de te recevoir sur cet épisode. Merci. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. À bientôt. Bye bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.